d'abord, je signale la présence avec nous depuis quelques minutes déjà d'Élise Bogossian, docteur en médecine chinoise, qui est de retour de cette région. Donc, vous avez été en Irak, en Syrie. On va parler de votre expérience. Alors, avant de parler de médecine, de votre expérience en tant que médecin, parce que là, vous allez nous expliquer comment est-il possible avec votre méthode à vous de soulager les douleurs de ces réfugiés, de ces victimes, de ces barbaries. Qu'est-ce que vous avez vu sur place, sur le plan, j'allais dire, plutôt politique, même si c'est pas votre rôle? Est-ce que on est dans un chaos total? Est-ce que tout est organisé? Comment ça se passe? En fait, ça dépend des lieux où vous vous trouvez. Lorsque vous êtes pris en charge par l'Église et les prêtres, vous êtes plus ou moins protégés. On vous donne à boire, on vous donne du lait pour vos enfants, on a des couches, des médicaments à manger. Donc là, ça va. Par contre, ailleurs, je parle des caves, des déchetteries, des champs, des sous-sols, des rues, des bords de route. Là, c'est vraiment l'inconnu pour ces gens. Ils savent pas du tout ce qui leur arrive, combien de temps encore ça va durer, est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux. C'est une angoisse très profonde parce que c'est leur 3e guerre du Golfe. Ils ont construit leur maison plusieurs fois. Ils sont très fatigués. Ils ont beaucoup marché et ils se sentent très très seuls. Alors moi, c'est auprès de ces gens-là que j'ai été. J'ai été accueillie par un pharmacien kurde qui dirige une ONG avec 200 médecins et infirmiers bénévoles. Et on est allé, donc j'ai pu aller enregistrer la petite ONG que je préside ici, là-bas à Erbil. Et comme ça, on a pu intervenir de manière locale chaque jour avec notre voiture. On se déplaçait auprès des blessés. Et voilà. Moi, je suis spécialiste en acupuncture. Alors, si vous pouvez nous dire, ces blessés, ils viennent d'où? C'est des blessés de quoi? Comment ils ont été blessés? Alors, en fait, il y a plusieurs types de blessures. Contrairement aux blessés syriens qui sont vraiment des blessés de guerre. Vous avez également été en Syrie? J'étais en frontière syrienne, en Jordanie, dans les camps de réfugiés. Et là, j'ai travaillé aussi bien du côté des militaires au bloc opératoire que dans les structures aménagées pour recevoir les familles, les femmes ou les orphelins. Là, en frontière syrienne, ce sont des blessures très caractéristiques liées aux blessures par balles, des explosions, des grands brûlés ou des personnes qui ont eu des membres broyés. Donc il y a beaucoup d'amputés. Alors que ici à Erbil et au nord d'Erbil, parce qu'on est allé jusqu'à Duhok, là c'est beaucoup plus des blessés, on va dire des blessures liées à l'usure. Ce sont des gens qui ont marché toute la nuit, ou on voit beaucoup de gens âgés avec les articulations très inflammées. Au niveau des genoux, des chevilles. Donc ça, on avait beaucoup de névralgie, beaucoup d'inflammations liées au soleil et à la chaleur, parce qu'il faisait 50 degrés certains jours, beaucoup d'inflammation de la peau chez les enfants, beaucoup d'infections. Voilà, donc moi, comme je vous disais, j'ai un parcours avec la médecine chinoise. J'ai étudié de nombreuses années en Chine et au Vietnam, et je suis spécialiste en acupuncture, c'est vraiment ma discipline. Et du coup, j'étais vraiment très orientée sur la prise en charge de la douleur avec ce Kurde qui m'a accompagnée partout. Voilà. Alors, est-ce que sur le plan médical, en 2 mots, pour qu'on puisse avoir une idée, comment pouvez-vous soulager la souffrance, la douleur de ces gens-là? Quel genre de douleur? Et comment, puisque là, on n'utilise pas de médicaments? Alors, des médicaments, il en manque, tout comme il manque de tout, des vêtements, de la nourriture. L'avantage de l'acupuncture, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, ce sont des aiguilles très fines qui sont stériles et à usage unique qu'on utilise pour traiter localement certaines douleurs. Comme je vous disais, j'ai étudié en Chine et au Vietnam en anesthésie, donc c'est assez facile de traiter la douleur type inflammatoire avec l'acupuncture sans entraîner de dépendance. Et puis c'est rapide, on voit les effets en 2-3 séances. Donc on avait comme ça des tournées à la journée. On était à 8h dans un camp, à 11h dans un autre camp, à 13h à l'église, à 17h Alors quelles étaient, si je puis dire, l'ethnie de ces populations que vous avez traitées? Est-ce que c'était plutôt des Kurdes du Nord? Est-ce que c'était les Yézidis? Est-ce que c'était des chrétiens d'Orient? Est-ce qu'il y avait des Arméniens? Il y a énormément de réfugiés, ils sont 1,5 million. Nous, on s'est concentré sur les chrétiens et les Yézidis. Les Yézidis de Duhok, par exemple, sont tous ceux qui sont arrivés de Sinjar. Et à Erbil, alors on avait les chrétiens,
J'ai rencontré beaucoup d'Arméniens aussi, puisqu'on était dans le quartier d'Ankawa. Mais qui venaient d'où, ces Arméniens? C'est des gens aussi qui ont fait de la marche? Oui, ils venaient de Karakosh, puis d'autres petits villages, j'ai oublié les noms, j'ai tout noté, mais la ville principale, la grande ville chrétienne, c'est Karakosh. Ils étaient soulagés aussi par le fait de voir aussi une Arménienne? Oui, c'était très facile de communiquer aussi bien en turc qu'en arménien, puisque je parle les deux langues, mais c'est vrai que c'était très émouvant aussi, parce que ils tiennent à porter leur croix, ils ont leur petit trésor avec eux, qu'on connaît tous, voilà. Alors justement, Élise Bogossian, quand on nous dit sous la menace, les gens sont obligés ou bien de se convertir à l'islam, pas toujours, mais parfois cette possibilité est donnée, ou parfois la possibilité de payer une taxe, la jizya, est également donnée, pas aux yézidis. Les yézidis, les sunnites, ils veulent pas qu'ils se convertissent à leur religion, ils les massacrent, ils les chassent. Mais pour les chrétiens, c'était parfois possible. Est-ce vous avez entendu des récits de gens qui ont été massacrés parce que, comme en 1915, n'ont pas voulu changer de religion? Alors oui, de ces récits-là, on entend beaucoup, mais ce qu'on entend le plus, en tout cas moi c'est ceux-là que j'ai le plus vu, c'est des femmes qui ont eu soit des familles où les femmes ont été kidnappées, soit des mères qui ont eu leurs enfants enlevés sous leurs yeux. Donc ça, il y en avait beaucoup, des chrétiens. Et des histoires même si c'est difficile d'en parler, de viols? Oui, des viols, oui, mais c'est beaucoup de kidnapping. En fait, ils enlèvent les femmes, les enfants qu'ils gardent pour eux. Enfin, ils gardent les plus belles, les plus jeunes, et les autres, ils les revendent pour $100, $150. Et voilà, il y a tout un marchandage de et ça se passe où, ça? À Mossoul? Des gens de Mossoul m'ont raconté ça, oui. D'accord. Vous n'êtes pas patient à entendre ça. On est vraiment dans les récits de 1915, en 2014. Moi, je me souviens, à chaque fois qu'on parlait du génocide arménien pendant ces dernières décennies, ces dernières années, on disait s'il y avait des caméras en 1915, ça n'allait pas se passer comme ça. Si le monde le savait, même s'il le savait, mais avec beaucoup de retard, parce que c'était 1915. Aujourd'hui, on voit ça, on l'a vu avec aussi, il y a 20 ans, avec les Tutsis. Finalement, le monde ne veut pas bouger. Les populations ne sont pas protégées. Tout à l'heure, quand on entendait Frédéric Ancel affirmer qu'il n'y aurait pas d'intervention terrestre, c'est que les populations ne sont pas protégées aujourd'hui. On réglera pas le problème juste par des bombardements. Ce n'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, si face aux armées de l'État islamique, il n'y a pas une armée de libération, effectivement, de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui vient pour libérer le pays de cette gangrène-là, il n'y aura pas de libération, il n'y aura pas de point. On ne peut pas compter que sur les Kurdes, je crois, même si on les arme, on les entraîne, on ne peut pas compter que sur les Kurdes qui sont pas suffisamment nombreux, pas suffisamment entraînés pour gagner cette guerre, effectivement, contre la barbarie. Oui, ils peuvent freiner, mais je pense que ça va permettre de durer. Et pendant toute cette durée, en fait, vous allez rencontrer une multiplication, madame, de cas de ce type. C'est-à-dire que, au contraire, les minorités ne résistent pas à la durée. Les minorités ne résistent pas à la durée, c'est pas possible. D'une part, ils ne résistent pas, mais vraiment, il n'y a pas de soutien sur place. Moi, j'ai vu aucun médecin français. J'ai vu personne. J'étais avec ce Kurde et puis des bénévoles, mais on n'a vu personne. Et on s'est déplacé. Et pourtant, Médecins sans frontières était en Syrie, en tout cas. J'ai su qu'ils étaient à Erbil, mais je les ai jamais croisés. Je pense qu'ils travaillent en réalité, il y a des réfugiés partout, donc je pense que voilà, on s'est pas vu. Mais il y a vraiment à faire. Il y a vraiment beaucoup de travail. Ils sont partout, les réfugiés, dans toutes les rues, ils fouillent les poubelles, ils cherchent à manger. Les gamins sont. Est-ce que vous avez des chiffres, parce qu'on parle de nombre très important de réfugiés? Où ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'il y a des vraies tentes? Est-ce qu'il y a... Non, il y a des tentes dans les endroits organisés avec des terrains, avec des espèces de barbelés autour, et puis c'est très sécurisé avec des pêche-mergues. Mais le reste du temps, c'est les écoles, c'est les jardins publics, c'est les rues. C'est dès qu'il y a un arbre, un olivier, voilà, vous voyez avec un tapis, une espèce de bâche, ils s'improvisent une tente. Il n'y a pas d'eau, ils n'ont pas de quoi se chauffer à manger, ils sont pieds nus. Alors là, on était. C'est des chrétiens, on les voit, ils sont très bien habillés, ils ont leur croix autour du cou, les cheveux bien peignés, les femmes, voilà. Après. Alors c'était l'été, vous étiez là-bas, vous venez de rentrer, oui, semaine dernière. La semaine dernière, donc là il fait chaud. Dans quelques mois, il va faire
froid. Oui, l'hiver est très froid. Comment là-bas. se prépare-t-il Alors, à l'hiver? j'ai pas trop osé poser la question. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai un projet. Là, on est en train on va acheter un bus et on va le transformer en espèce de dispensaire mobile pour pouvoir justement faire des soins. Parce qu'on s'est quand même retrouvé souvent. Vous allez partir avec ce bus? On va prendre un bus sur place. Et puis on va le transformer avec des cabines aménagées, une infirmerie qu'on va mettre en rotation avec des équipes gynéco, dentistes, pédiatres, voilà. Et en fait, parce qu'on s'est retrouvé souvent, d'abord le soleil se couche de plus en plus tôt, on s'est retrouvé souvent éclairé avec les phares des voitures, des torches. Quand vous travaillez dans les champs, dans les déchetteries ou dans les caves, enfin, c'est pas toujours évident. Il y a pas de courant électrique partout. Et donc on a ce projet-là de bus pour lequel voilà, je vais lancer un appel. Je profite de générosité publique. Chacun donne ce qu'il veut. On va mettre ça en ligne et sur les réseaux sociaux. Où ça? Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, le site de notre association. Qui s'appelle Shen Nong et Avicenne, SHE2NONG. On va noter ça. Prenez votre temps. SHE NNONG, Avicenne.org. Ce sont en fait les deux fondateurs des deux médecines. Shen Nong, c'est le fondateur de la médecine. Shen Nong et Avicenne. Avicenne. A-V-I-S-E-N. Donc on va prendre notre temps parce que c'est très important ce que vous faites. C'est pas S-E-N. A-V-I-C-E-N. C-E-2-N-E. C-E-2-N-E. Très bien, c'est noté. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Reconnu d'utilité publique, évidemment, tous les dons sont déductibles des impôts. C'est un KissKissBankBank classique qu'on va faire. Puis il sera en ligne à partir de la semaine prochaine. Là, le site n'est pas encore, comme je viens d'arriver, voilà, on n'a pas encore eu le temps. J'étais encore un peu dans l'émotion et puis dans la reprise de mon activité ici, mais ça sera, je pense. En tout cas, ici, on fera le nécessaire pour se faire l'écho de cette action. Il y a un numéro de téléphone, si on veut vous contacter, s'il y a des médecins qui veulent vous accompagner, est-ce que... Bon, en tout cas, appelez IPFM. On va vous donner toutes les coordonnées d'Élise Bogossian et puis enfin de cette association. Mais qu'est-ce qui vous a pris pour partir toute seule comme ça? Je suis passée par la voie classique d'abord. J'ai envoyé mes CV à Médecins sans frontières, Handicap International, Médecins du Monde, Amnesty International. Puis c'est vrai que j'ai un parcours aussi atypique, donc parfois ça attire, mais parfois ça repousse aussi les gens parce qu'ils disent tiens, nous on n'a pas l'habitude, on connaît pas les protocoles appliqués, tout ça. Et donc c'est comme ça que j'avais déjà en 2001 pour les blessés du Calabar fait des interventions, mais c'était très 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 timide. Et puis donc comme ça n'a pas fonctionné avec les grandes ONG, je me suis rapprochée d'équipes locales. C'est pour ça que maintenant je travaille avec les locaux. Et vous retournez quand? Je sais pas encore, j'espère le mois prochain. Alors, faut signaler quand même que vous avez un métier ici. On est juste très pressé parce que l'hiver, va arriver vite. Et voilà, s'il faut monter ce projet de bus, il faut. Alors, c'est courageux ce que vous faites, car vous avez un métier ici et vous avez une famille, des enfants ici. Oui. Vous les laissez pour partir faire cela. J'espère avoir une équipe après. Moi, je tiens à rester aussi ici, mais c'est vrai que c'est important de le faire. On les voit sur place, ce sont des gens, ils nous demandent rien, mais ils sont très très victimes. Et puis surtout. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer encore. Maintenant, c'est très bien, ces histoires de frappe aérienne, on est très heureux. Mais du coup, les gens ne vont vraiment pas rentrer chez eux tout de suite. Peut-être jamais, pour certains. Oui.